Alors, Teddy Papavrami, vous êtes violoniste d'origine albanaise. Vous avez d'ailleurs, vous êtes le traducteur d'Ismail Kadare, accessoirement. Oui. Vous vous êtes fait une spécialité un petit peu ces dernières années de violoniste très solitaire, puisque vous avez enregistré plusieurs disques de violon seul. Bach, Paganini, Isaïe, même Scarlatti, dont vous avez transcrit des sonates. Oui. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce trio violon, archet, violoniste, ou violon, main gauche, main droite, qui sont beaucoup plus, enfin, trio qui fonctionne d'une manière beaucoup plus mystérieuse qu'on ne croit, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus fine et presque inaccessible pour un esprit non initié. Alors je vous propose qu'on commence par l'instrument lui-même. Donc ce que vous tenez là, c'est un violon de Stradivari, qu'on appelle donc un Stradivarius. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire que si par exemple la forme, les proportions, les mensurations de cet instrument sont constantes, ou bien est-ce qu'elles ont atteint un certain point classique à un moment et puis on n'en a pas bougé, on n'en est pas sorti? Alors, à ma connaissance, Stradivarius lui-même a fait des tentatives de violon où les dimensions varient un petit peu, quelques millimètres de plus généralement. Pour des raisons inexplicables, ce sont des instruments qui sont moins cotés au point de vue de la valeur. Ce qui veut dire donc qu'il y a bien un nombre qui est considéré comme absolument réglementaire, dont ce violon-ci fait partie. Mais que je sache, ces tentatives, évidemment, il ne les a pas faites pour rien. C'était quelqu'un qui était constamment en recherche, même s'il était issu d'une déjà très longue tradition, en fait, parce que les premiers violons de Amati commencent, je crois, vers 1550 ou quelque chose comme ça. Et c'est quand même, donc, quand Stradivarius commence à faire des violons, en 1600, je ne sais pas, 80, mettons, je dis très approximativement, il y a déjà un très très long passé, tout est déjà établi en fait, et même si lui, il est encore allé plus loin. Donc, s'il faisait des recherches, c'était pour des raisons, et j'ai vu récemment le violon d'une collègue, Victoria Moulova, qui a 3 années de moins que celui-là. Disons 3 années de plus. Enfin, il a été fait en 1724. Celui-là, il est fait en 1727. Et justement, il est plus long. Apparemment, lorsqu'il faisait un violon d'une dimension un peu supérieure ou différente, en tout cas, il y avait immédiatement des proportions de largeur, de proportions qui changeaient. Évidemment, tout ça était extrêmement mathématique. Voilà. Mais par exemple, on ne peut pas imaginer de dire, par exemple, le manche qui est vraiment très court, très petit, qui pose des problèmes évidents de petites distances minuscules. Oui. On ne peut pas dire, si on l'allongeait d'1 centimètre, quitte à mettre des cordes un peu plus fines pour arriver à la même tessiture, ça bouleverserait tout. L'allonger dans le sens de oui. On l'a déjà fait, puisqu'on est passé du violon à l'alto. Du violon baroque qui avait un manche plus court au violon moderne. Avec ce qui peut être gênant, bien sûr, oui, on pourrait dire qu'effectivement, les distances étant très petites, c'est ce qui fait que le violon est si exigeant par rapport au violoncelle, mettons, qui est un instrument très difficile et honorable également, bien sûr, mais si on bouge d'1 millimètre sur un violon, ça ne fait pas la même chose que sur un violoncelle. Enfin, disons que sur un violon, selon la note, ça peut vraiment vous faire une autre note. Donc il faut être, c'est diablement précis, c'est ce qui rend l'instrument aussi difficile. Mais je doute que là, je pense que j'imagine qu'on a atteint quand même des proportions qui permettent de tout faire en fait depuis le 19e siècle, enfin au moment où les violons étaient. Donc en fait, si on ne change pas, c'est qu'on n'a pas besoin de changer.
Je ne pense pas que... Le mieux serait l'ennemi du bien. Oui, il me semble. Je vois mal ce qu'on viserait en fait. Et alors, À ce moment-là. par exemple, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'utile et de l'agréable dans un instrument? C'est un instrument qui est extrêmement beau, extrêmement harmonieux, Oui, rien qu'à voir. oui. Mais quelle est la part vraiment de l'extérieur, enfin, de la beauté de l'objet et de ce qui est utile? Par exemple, les ouïes, est-ce que c'est utile? Ces deux F Ah qui sont oui, creusés. bien entendu. Alors, ça permet déjà à la sonorité qui est formée par les vibrations de la table et du fond. Donc, la vibration, elle part de la corde, elle passe à travers le chevalet à la table, et ensuite de la table, elles sont transmises au fond, qui est dans un bois beaucoup plus dur, de l'érable. La table elle est en épicéa, et donc, d'une part, donc, les ouïes, elles permettent au son de sortir, sinon ça serait comme une boîte fermée, d'une certaine façon, j'imagine. J'ai jamais essayé un violon sans ouïe. Et par ailleurs, la taille des ouïes permet d'affaiblir ou d'augmenter la résistance de la table. C'est-à-dire que plus on va faire des ouïes qui vont être grandes, qui vont prendre de la place, plus flexible deviendra la table. Et tout ça, c'est un immense savoir-faire, évidemment, du luthier qui jongle avec énormément de paramètres, parce qu'évidemment, il y a dans tout ça de l'architecture, c'est comme une salle de concert. La forme, l'épaisseur. La forme, donc la consistance. On sait que par exemple Del Gesù, qui était Guarnerius Del Gesù, qui était un immense autre grand luthier, il a fait des ouïes qui semblent très personnelles comme ça, parce qu'elles ont l'air d'être taillées vraiment à la serpe. Enfin, mais en fait, ce qui visait probablement, elles sont très grandes souvent, mais ce qui visait, c'était justement à rendre plus faible, donc plus souple en fait, plus flexible la table, à affaiblir la table par la taille de ses ouïes. Enfin, c'est juste pour dire que tout ça est beau, mais enfin, ces gens, ils étaient à la recherche de quelque chose constamment, qui était la sonorité. Et là, on peut voir sur ce violon-ci, d'ailleurs, c'est assez remarquable, même si c'est peut-être difficile de se rendre compte, cette partie-là qu'on appelle les éclisses, elle est assez large, en fait. Apparemment, sur d'autres Stradivarius, il est arrivé que des gens, croyant bien faire, les ont rabotées et rendues plus petites, moins hautes. Et là, on peut voir qu'ici, par exemple, elles sont plus hautes ça va décroissant qu'ici. Voilà. Et ça fait partie de ces fameuses règles voilà, pour atteindre une sorte de nombre d'or parfait, pour atteindre une sonorité idéale. Et les deux creusements, les C, enfin, je ne sais pas si comment ça s'appelle d'ailleurs. Oui, on va dire ça comme ça, parce que je n'ai pas en tête absolument tout le vocabulaire du violon, malheureusement. Elles servent à quelque chose? Elles servent déjà à ce que l'archet ne touche pas lorsqu'on joue sur la corde de mi ou sur la corde de sol. Donc je pense que indispensable. C'est déjà indispensable de ce point de vue-là. Après, je pense que même Stradivarius lui-même, il a fait des violons d'une forme un peu complètement différente. Il y avait un violoniste, Joshua Bell, qui à un moment donné, je me souviens, il avait un Stradivarius, mais qui était d'une forme... Qui était très très arrondi, comme un corps de femme plutôt. Voilà. Il avait passé, oui. Donc après, il y en a eu au XIXe siècle aussi des tentatives de changer de forme. Puis finalement, on est revenu parce que c'est magnifique, et je pense que ces gens, ils ont quand même beaucoup réfléchi. C'est pas du tout, c'est pas le fruit comme ça du hasard. Alors on pourrait dire que la tête, ça c'est vraiment un ornement pur et. Encore qu'elle doit avoir son poids aussi, j'imagine. Il ne faut pas qu'elle soit trop lourde ni trop légère. J'imagine. Un luthier, mais je ne sais pas par contre s'il avait raison cela, il disait qu'elle était faite en escargot, entre guillemets, pour permettre aux vibrations de ne pas être stoppées. Là, je ne le jurerai pas. Et puis on voit, il y a eu des instruments, des violons, mais encore plus de contrebasse ou de grands instruments avec des têtes de lion ou autres. Et alors les violonistes qui, enfin comme ça vous arrive certainement souvent, qui confient leur violon à régler à un luthier, qu'est-ce que ça consiste en quoi de régler un violon?
Alors, régler un violon, pas mal de choses en fait. La chose la plus simple de base, c'est que cette petite pièce en bois ronde, enfin de la taille d'un crayon, enfin de l'épaisseur d'un crayon plus ou moins, qui permet à la table de ne pas s'affaisser et d'être en contact avec le fond, eh bien, soit qu'on l'appelle lame, elle est devenue trop courte, ou elle s'est déplacée, ou peut-être Parce qu'elle n'est que pas collée. elle n'est pas collée, non, non, elle n'est pas collée, elle reste stable à cause enfin, grâce à la pression qu'exerce sur la table les cordes du violon et le chevalet, enfin, à travers le chevalet. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les violons peuvent survivre très longtemps, les violons, les altos, les violoncelles, tous les instruments à cordes, enfin ces instruments-là à cordes frottées, parce que la table ne s'affaisse pas au fil du temps, contrairement à la guitare, par exemple, voilà, les Au guitares. clavecin, au piano, là où les grandes planches sont très souples, quoi. Oui, et puis on n'a pas, enfin, je ne pense pas qu'il y ait de grands guitaristes classiques qui jouent avec une guitare de 1700, parce que en fait, ce sont des instruments faits pour le musée désormais, enfin, il me semble. Tout simplement parce que toute cette pression, parce qu'il y a quand même une trentaine de kilos quand même de pression ici, s'il n'y avait pas l'âme, elle finirait, surtout au bout de 300 ans, par évidemment faire affaisser complètement la table. Ce qui déjà peut se produire même avec ça, bien sûr. Donc, cette âme que je vois d'ailleurs, Oui. on aperçoit à travers le Louis, qui n'est pas d'ailleurs au milieu, parce que j'imagine que la pression n'est pas égale de part et d'autre du chevalet dans ce sens-là, et de part et d'autre du chevalet dans l'autre sens aussi. J'imagine que la corde aiguë appuie plus que la corde grave. Oui. La dernière, celle-ci, oui. Oui, probablement. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la barre d'harmonie, qui est une barre aussi, qui est une pièce à part, qui est collée, et qui elle aussi, voilà, en fonction de ce qu'on veut obtenir, a une certaine taille, épaisseur, souplesse. Un luthier saurait mieux en parler que moi, mais tout ça est complexe. Et la barre d'harmonie étant à peu près quelque chose d'une longueur à peu près comparable à ça, étant de ce côté, l'âme est toujours de ce côté-là, mais j'imagine que c'est aussi par rapport à l'aigu et au grave, effectivement. Et le chevalet, il y touche, le luthier? Ah oui, bien sûr, c'est lui qui le fait. Quand il règle. Oui, alors c'est le luthier qui fait le chevalet. On n'a pas les chevalets de Stradivarius. De toute façon, en plus, ça aurait été des instruments baroques. Et puis avec le temps, voilà, on est obligé de réadapter. Donc ça, c'est le luthier qui le fait. Mais c'est un morceau qui semble simple, mais qui exige beaucoup de savoir-faire, en fait. Je demandais une fois à mon luthier si c'était plus... enfin, si c'était vraiment difficile, à quel point c'était difficile de faire un chevalet par rapport à quelqu'un qui est capable de faire tout un instrument, ce qui me semble. Puis il me dit, mais, tu sais, c'est un peu comme si je te demandais, est-ce que c'est plus difficile de jouer une gamme ou un concerto? Et en fait, je pense qu'on voit avec un simple chevalet, un bon luthier voit très bien la maîtrise de la personne qui l'a faite. Et alors la courbure du chevalet n'est pas constante non plus. Quand on la regarde, non. Oui, c'est ça, voilà. Non, effectivement, ça tombe davantage vers l'aigu, parce que ayant plus de pression, j'imagine que c'est pour cette raison-là. Mais la corde elle-même est à la même distance du manche? Les quatre cordes? Non, les cordes plus graves qui vibrent de manière plus large pour ne pas toucher la touche, elles vont être plus hautes, mais c'est compensé par le fait qu'elles sont plus molles, parce que moins tendues, et la corde la plus aiguë, qui est la plus tendue, alors évidemment sur un violon moderne, en plus c'est du métal, enfin c'est le plus souvent une corde métallique, donc si elle était trop haute, déjà ça serait un problème pour appuyer et la bloquer. Et puis ça n'est pas nécessaire parce que la vibration elle est effectivement toute petite. Donc si je fais ça, la corde mi elle va vibrer, mais c'est visible à l'œil, mais alors que voilà, on voit bien déjà que ça dure beaucoup plus longtemps et l'amplitude de la vibration est beaucoup plus grande. Plus important. Alors passons maintenant aux musiciens.
c'est-à-dire à vous. Et commençons par votre main gauche. Oui. Alors, votre main gauche, d'abord, les deux mains ont évidemment un travail complètement différent. Oui. Mais la main gauche, elle a un travail qui semble absolument mécanique, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se place au bon endroit, premièrement, pour que la note soit juste. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une note juste? Est-ce que vous pouvez faire, si vous faites une seule note, est-ce qu'elle peut être fausse? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux manières de juger de la chose. Bien sûr qu'on peut, quelqu'un qui a l'oreille absolue, il va dire que si je suis censé faire un ré et que je fais, il va dire que c'est pas juste, parce que le ré, ça serait. Mais l'autre chose qui, à moi, par rapport à l'accord général du violon, va me permettre d'entendre si cette note elle est juste ou pas, c'est que si je la joue vraiment juste, elle va avoir une résonance différente que si je fais. Vous entendez que c'est beaucoup plus court. Ça s'éteint tout de suite. Alors que. Ça veut dire que les autres cordes vibrent par sympathie. Parce qu'il y a un ré qui va vibrer par sympathie. Et ça va être valable pour la plupart des notes qui sont déjà donc sol, ré, la, mi, qui existent sur le violon donc à l'état naturel, sans que je crée la note. Mais je dirais que quand on a l'oreille très exercée, il y a un certain nombre d'autres notes qui ne sont ni le sol, ni ré, ni la, ni le mi, qui vont sonner différemment aussi par une espèce de sympathie. Des harmoniques aiguës. Voilà. Donc je vais quand même sentir au-delà de ce que c'est, parce qu'évidemment, le diapason peut changer, vous avez raison, il n'y a pas de note juste seule, mais par rapport à l'instrument, je vais quand même entendre si la note elle est juste par rapport à l'instrument, à l'accord de l'instrument. C'est-à-dire même si je fais par exemple le sol, bien sûr que je l'ai là, mais je l'ai bloqué puisque je joue dessus. Et si je fais, c'est quand même différent. De manière moins flagrante que les autres, mais... Il y a une petite différence de longueur. Oui, et... Ça c'est un Do, une note qui n'existe pas. Là je le joue juste. Si je joue un peu plus haut... il y a quelque chose. Enfin, moi, en fait, dans l'enseignement, j'essaye de rendre sensibles les élèves à ça. Et c'est vrai que c'est très surprenant parce que j'ai pas une ouïe au niveau technique, j'entends pas plus loin que les autres, donc la question n'est pas là. Mais je peux entendre quand quelqu'un joue à plusieurs mètres ce que souvent l'étudiant lui-même n'entend pas, à savoir justement ses sympathies, ses résonances en fait. Et une des choses évidemment les plus utiles pour la justesse, c'est de prendre connaissance de ça, enfin tout simplement de se rendre compte que le son juste a une résonance particulière, ce qui évidemment est précieux parce que ça vous guide à travers cette nuit noire du violon, enfin à l'image de la touche qui est noire et où il n'y a aucune indication qui vous... Ça veut dire qu'on a presque l'impression de changer d'acoustique. Exactement, oui. On change de pièce. Tout à fait. Ouais. Alors qu'en réalité, le violon, curieusement, semble avoir une acoustique intérieure, si on peut dire, ou en tout cas interne. Oui. C'est-à-dire qu'on entend un volume très très grand, oui. mais à l'intérieur de l'instrument. Oui, exactement. Oui, oui. Tout à fait. Et là, tout d'un coup, si vous faites sonner les harmoniques, ça met de l'air autour. Oui, tout à fait. Oui. On peut comme un léger effet de pédale au piano. Et alors justement, est-ce qu'au violon, comme au piano, il y a des doigtés? On choisit tel doigt pour faire telle chose? Oui. Comment le faites-vous? Et puis même davantage, je dirais, parce qu'on peut faire la même chose sur des cordes différentes. À savoir, si je veux faire, mettons, le début du concerto de Tchaïkovski, je peux faire...
sur la corde de sol, c'est ce qu'on fait le plus souvent, mais je peux faire sur la corde de Ré. Donc je serai moins en hauteur et je serai plus bas, mais voilà, ça va faire un tout autre timbre. Et la même note, même une note très aiguë sur la corde de Mi, enfin très aiguë, pas si aiguë que ça, mais je le fais exprès pour montrer que... On peut la faire sur les 4. On peut la faire sur les 4, évidemment en montant à une hauteur extrême. Et là, ça sera un peu pénible, évidemment, alors que... Mais selon l'œuvre, selon ce qu'on demande, si on a besoin d'une grande intensité, on peut avoir plutôt intérêt à monter haut, alors que dans un répertoire du XVIIIe siècle ou plus classique, disons que voilà, de nos jours, en tout cas, c'est moins recommandé. Et alors, cet instrument donc, qui pose des problèmes considérables de justesse, oui, est un instrument qu'on joue très souvent avec le vibrato, donc qui est une sorte d'ornement sonore qui, lui, détruit totalement la justesse. Et oui, c'est paradoxal, effectivement. Alors, je ne sais pas... Est-ce qu'on masque la difficulté sous le vibrato? Non, on n'oserait pas penser une chose pareille. Si. Oh, bah, d'ailleurs, oui, il y a souvent des grands professeurs qui ont écrit, à juste titre, que voilà, il faut pas que le vibrato doit être un moyen expressif, mais pas une espèce de cache-misère, ce qui peut tout à fait devenir, de même que la pédale au piano, ben, voilà, peut masquer un manque de précision. Donc ça peut être tout à fait ça, mais dans le meilleur des cas, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. C'est un moyen expressif qui est extrêmement puissant, qui peut faire basculer le violon dans le mauvais goût très facilement, comme dans le chant, effectivement. C'est là que par rapport à un instrument comme le piano, le violon, ce qui est un avantage, enfin ça c'est une opinion personnelle, ce qui pour le violon est un grand avantage, à savoir cette possibilité expressive extrême, peut vraiment déshabiller une sensibilité, savoir que quelqu'un qui a un goût, on va dire, douteux, même si voilà, ça reste subjectif, ça fera beaucoup plus mal aux oreilles sur un violon que sur un piano. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer, est-ce que vous avez un vibrato ou est-ce qu'on en a plusieurs? Ah non, on en a pas mal. Il peut y avoir un vibrato, on va dire, qu'on va appeler du poignet, ça va être... Après, on peut faire un vibrato qui est du bras, de l'avant-bras. Dans l'idéal, en fait, on fait quelque chose qui est un mélange des deux. Parce que bloquer complètement l'avant-bras pour faire que... Ça arrive, hein, il y a des gens qui se débrouillent très bien comme ça, mais... ou alors que avec le bras... L'idéal étant que ça s'harmonise. Et il y a un autre vibrato encore, c'est un vibrato du doigt. Donc... Là, vous jouez aussi avec le troisième doigt. Deuxième, troisième, c'est ça? Je joue pas avec le troisième. En fait, là, je le serre. C'est pas un vibrato que je pratique souvent. Il se faisait plus autrefois, mais disons que je l'obtiens en faisant une sorte de tri, mais sans quitter la corde. D'accord. Et... C'est énorme. Comment? C'est énorme, c'est un gros vibrato, ça. Non, c'est plutôt concentré, en fait. Mais effectivement, il passe beaucoup parce que il est assez serré, en fait. Ah bon? Il est plus serré que... Oui. Et il est plus tendu. Le vibrato a subi beaucoup d'évolution. Karl Flesch, un grand professeur
qui a enseigné au début du XXe siècle, enfin jusque dans les années 40, 50, je pense. Il écrit dans sa méthode de l'art du violon écrite en 1915, il me semble, qu'auparavant, apparemment, donc fin du XIXe siècle, on avait des vibratos extrêmement serrés, et donc très rapides et très 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 serrés. Et pour lui, c'est allé en s'élargissant. Et je pense qu'il a raison, que c'est assez juste, parce que aujourd'hui, après ça dépend des individus, bien sûr, il y a des gens. Vous pouvez nous montrer ce que c'est qu'un vibrato serré et un vibrato serré, ça serait. Mais effectivement, c'est une expression qui vous met un peu mal à l'aise parce qu'elle a quelque chose de... Alors que... Ça, ce serait un vibrato très détendu. Mais ça dépend de ce qu'on veut obtenir, évidemment. Ça, c'est dans l'amplitude, mais dans la rapidité aussi. Et dans la rapidité. Alors évidemment, on peut faire aussi un vibrato, ce qui est tout à fait intéressant, qui est serré mais lent. Donc d'une amplitude assez restreinte, mais lent, et c'est une des choses qui peut, enfin à mon sens, être très très utile pour certains types d'expressions, enfin un peu contrites comme ça qu'on a dans la musique, parce qu'évidemment la palette est immense, et là je ne fais que donner quelques... Mais tout ça c'est pour servir évidemment des intentions que l'harmonie suggère, en fait, principalement. Donc voilà. Et en même temps, bien sûr que le vibrato, il est propre à chaque violoniste, et c'est une des choses qui rend son jeu le plus reconnaissable. Enfin, moi personnellement, je peux reconnaître assez facilement, comme ça, à l'écoute des violonistes que j'ai déjà entendus. Et c'est en grande partie par le vibrato, bien sûr, mélangé à la sonorité, parce que c'est indissociable, bien sûr, cette pulsation qu'on donne avec la main gauche du timbre, évidemment, qu'on y met avec l'archet, bien sûr. C'est intimement lié. Est-ce que vous pourriez mimer du vibrato, comme on mime un accent? Oui, je pourrais le mimer, mais parfois j'ai besoin de me replonger dans la personnalité de quelqu'un. Donc je le fais beaucoup plus facilement si je viens d'entendre voilà, une œuvre jouée par l'interprète. Mais évidemment, voilà, je peux aller dans cette direction-là, bien sûr. Continuer dans sa direction, en quelque sorte. Oui. Voilà, et ça m'arrive, Oui. parce que évidemment, il y a des grandes expressions, des grandes voix du violon qui sont particulièrement, à mon sens, adéquates dans telle œuvre ou dans tel répertoire ou dans telle juste phrase, simplement. Et du coup, ça m'a laissé un souvenir marquant, et voilà, je vais y puiser quelque chose. Alors, d'aucuns diront que voilà, c'est de la copie, etc., mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas du tout la même chose. À ce moment-là, tout est copie, parce que c'est de la même manière qu'un Brahms va puiser dans Beethoven ou chez d'autres quelque chose pour le faire sien et pour quand même servir une intention musicale. Donc, si on n'a pas la fascination et le don de prendre des autres, il ne faut pas faire ce métier, c'est évident. Et alors, vous pouvez faire d'autres choses avec la main gauche, vous pouvez même faire des pids. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors le pid, c'est... On bloque une note, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut faire un pizzicati avec une corde à vide, mais on bloque une corde avec un doigt, et puis on la pince de l'autre. Alors... Et bon, ça c'est beaucoup. Je pense que c'est Paganini quand même qui a vraiment porté le pizz. Donc il a fait des pizzas de main gauche. Des pizzas de main gauche mélangées avec l'archet, parce que. Ça va trop vite. Donc ça c'est une variation célèbre du 24e caprice. Et il a même fait des œuvres où il joue une partie.
voilà. Et Là, voilà, il a fait la basse, carrément. Voilà, exactement. Ça a fait sensation à l'époque, même si je ne pense pas que ce soit ce qu'il ait fait de plus difficile en soi. Mais c'est vrai que en ce qui concerne Paganini, il y a une différence entre les choses extrêmement difficiles qu'il a trouvées, qu'il a inventées, pour ainsi dire, et puis les choses dont il se servait pour épater le public, même si elle requiert aussi une certaine virtuosité, parce que ce Piz, qui est un peu la base du Piz, il n'est pas facile à faire en fait, parce qu'il faut bloquer la corde, et c'est ce que j'essaye d'expliquer, enfin, étant moi-même enseignant. Quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Et en fait, dans l'idéal, parce que si on bloque la corde de haut en bas, comme on le fait pour jouer une note comme ça, bah, comme on va la tirer, il faudra la bloquer sacrément, il faudra une pression énorme. Or, on a intérêt à la bloquer dans le sens un peu comme une cale qu'on met contre une porte. Et là, on y arrive. Et là, on a beaucoup de force, oui, sans avoir à utiliser le tendon. Là c'est déjà un détail technique assez complexe. En fait, les choses les plus embêtantes, les plus complexes justement à réaliser, c'est des choses qui combinent à chaque fois deux difficultés, ou bien il y a des choses en soi qui sont difficiles, tout simplement par exemple par les écarts ou... Oui, bien sûr. On va dire que l'extension, par excellence, c'est quand même la difficulté principale. C'est-à-dire par extension, je veux dire, pas forcément, on a toujours l'idée c'est-à-dire d'allonger le quatrième doigt par rapport au premier. On va dire, voilà, ça c'est une extension qui devient... maximum. Mais c'est pas le genre de choses qui nous sont souvent demandées. Il y a beaucoup plus de petites extensions à l'intérieur. C'est-à-dire que pour faire... Donc ce sont deux tierces consécutives, Sol, Si et La, Do. Là, il n'y a pas vraiment une grande extension. Mais si je veux faire... Déjà... Entre 2 et 3. Oui. Ça devient quand même déjà compliqué. Et ça, on risque de l'avoir quand même souvent dans le répertoire. Voilà, après c'est propre à chaque intervalle, parce qu'on a les tierces, on pourrait dire qu'on a les secondes, mais enfin, à part dans Bartók, on va pas les utiliser souvent, parce que c'est une dissonance, c'est-à-dire que... Ou alors... Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va travailler, mais par contre... On a les tierces, ensuite on a les sixtes, on va dire non, on a les quartes. Qui sont difficiles pour la justesse. Ensuite les sixtes. Plus facile. Les octaves. Bon, j'ai passé sur les quintes qui seraient... En principe, on ne fait pas successivement. Non, exactement, mais qui sont très utiles pour les accords. Là, j'ai une quinte, j'ai une quarte, et j'ai une tierce. Et là, de faire cohabiter tout ça ensemble, ça devient compliqué. Et c'est ce qui rend évidemment éminemment compliqué l'exécution, par exemple, des sonates et partitas de Bach, dont les fugues, parce qu'il y a ça tout le temps, en fait. Ensuite, j'en étais... Vous pouvez nous montrer un tout petit exemple, là, justement, de mélodie qui serait accompagnée par des accords, comme vous venez de le faire, dans une... Ouais. Oui,
Donc là, vous êtes obligé carrément de séparer la base de l'accord. Là, oui, parce que c'est une danse, donc je trouve que ça n'aurait aucun sens de faire. Ça s'est fait, hein, dans les années 60, Henrik Schering, il jouait comme ça. Bon, maintenant, avec toutes les recherches faites par des musiciens sur les instruments anciens, on sait que voilà, c'est un peu absurde. Donc, en revanche, pour les fugues de Bach, je trouve que de séparer ou de briser l'accord, ça change le rythme, malheureusement. Et je pense que les fugues, elles sont pas dans cet esprit-là. Donc, quand on fait... Non, on n'aurait pas envie. On n'aurait pas envie de ça. C'est trop laborieux. Ah bah, ce n'est plus le rythme, tout simplement. Donc, enfin, personnellement, je trouve que là, il faut arriver à faire des accords. De jouer 3, voire 4 cordes à la fois. Alors justement, nous en arrivons à l'archet. Vous pouvez jouer 4 notes à la fois alors que le chevalet est courbe. Vous appuyez très fort. Alors. Et il faut appuyer au bon endroit. C'est-à-dire que, oui, bien sûr qu'il faut appuyer plus, mais si j'appuie beaucoup tout près du chevalet, là où le dessin est le plus courbe et où la corde est la plus raide, évidemment, là je ne vais pas arriver. Par contre... D'accord, parce que comme au bout, elles sont à peu près au même niveau, oui. enfin près du cordier, elles sont au même niveau, donc plus on s'en approche... Oui, et puis elles sont plus molles ici, aussi. Alors, ça paraît évident, mais c'est vrai que c'est le genre de choses que je suis obligé de pas mal enseigner, en fait, parce que j'ai beaucoup d'étudiants, on peut s'acharner toute sa vie à essayer à faire, alors avec des moyens considérables, on peut peut-être y arriver, mais enfin, ça ne sert pas à grand-chose, puisque... Il suffit de déplacer l'archet pour arriver à ce résultat. Oui, bien sûr. Et le son est plus libre aussi, parce que l'autre, on étouffe quand même par toute cette pression. Donc, il y a déjà la position de l'archet dans ce sens-là, à quelle hauteur dans la... Oui, ça c'est essentiel, le point de contact. Le point de contact, oui. Et puis il y a la position de la mèche, donc qui sont les crins de cheval. Oui. Alors, dans une tenue d'archer ou école dite franco-belge, qui implique, voilà, c'est à peu près celle que j'ai là. Enfin, je pense que c'est la plus naturelle. En tout cas, elle existe depuis bien longtemps. Et puis les tentatives d'en sortir n'ont pas été vraiment couronnées de succès. Et je pense qu'il n'y a aucune raison d'en changer. En fait, la mèche, elle est toujours assez inclinée. À savoir que... Enfin, toujours. Elle est inclinée, mais tout dépend de la force qu'on demande. C'est-à-dire que si je fais la même chose avec autant de force, je vais toucher avec le bois, tout simplement. Donc, parce que vous allez devoir appuyer beaucoup sur la mèche, donc rapprocher. Ah oui, il n'y aura plus de résistance. L'archer, il a beau être un ressort avec, selon l'archer, avec une certaine résistance, mais aucun archer ne résistera si on appuie beaucoup avec l'archer incliné. En revanche, jouer pianissimo avec tous les crins, je trouve que ça n'a pas grand intérêt parce qu'on manque de précision et de finesse. C'est-à-dire que moins il y a de matière, à mon avis, plus on arrive à faire mettre la corde en vibration avec un minimum de contact, plus le son sera pur, en fait. Donc, utiliser beaucoup de crins, ça fait quand même quelque chose d'un peu pâteux et... En revanche, encore une fois, si je dois jouer fort, ben voilà. Et tout ça, ce sont un joyeux mélange selon chaque interprète.
Ça veut dire que vous avez donc constamment, selon ce que vous jouez, à déplacer l'archet dans un sens et à l'enrouler sur lui-même dans l'autre sens, si Oui. on peut dire. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je l'utilise Ce qu'on beaucoup. croit un petit peu abandonné au hasard, on voit l'archet qui passe à gauche, à droite. Ah non, et puis, non, ça, effectivement, c'est... Enfin, ça peut être dû à une mauvaise technique, évidemment, chez les jeunes étudiants, parfois, souvent. Voilà, il y a un mauvais geste qui fait que l'archet voyage et ça s'entend. Mais en revanche, chez un musicien confirmé, c'est ce qui va lui permettre de timbrer, de détimbrer. C'est-à-dire que si je joue avec... mettons que si je fais... Là, je fais exprès une nuance très vaporeuse, un peu comme si on parlait avec beaucoup d'air dans la voix, une confidence. Si je fais la même chose près du chevalet, avec tout de suite beaucoup plus de pression, ça va être au contraire avec une voix un peu, alors qui risque d'être constipée à force. Donc, c'est très tendu, oui. Voilà. Après, voilà, chacun a son goût et aussi ses habitudes, mais dans l'idéal, il faut tirer parti de tout ça. Il y a un autre paramètre, enfin il y en a plusieurs qui sont très complexes à ce niveau-là, et dont il faut tenir compte, c'est que l'archet il va voyager non seulement en fonction du son qu'on souhaite obtenir sur une seule note, donc mettons je prends un Ré, je peux faire de là jusqu'à... Et puis même piano mais concentré, mais il y a une autre nécessité, c'est que si je fais là une note très haute, l'archet il doit se déplacer en proportion. Se déplacer en proportion. C'est-à-dire que le point de contact, la largeur, on va dire, le nombre de points de contact, si on devait les énumérer sur une note qui est basse, ça va être de cet endroit-là à peu près, hein, jusqu'à... Et là, si je fais une note très aiguë, ça va être, évidemment, ça va pas être là. Ça va être beaucoup plus restreint, ça va être 1 centimètre. 1 centimètre. Mais on pourra aussi obtenir un son très flûté ou... Et là, en revanche, il va falloir être très précis et tout près du chevalet. Et ne pas passer dessus. Voilà. Et c'est ce qui fait que si je veux obtenir un son égal dans une gamme, et en fait, toute la musique n'est faite que de gammes et d'arpèges, de notes qui montent ou descendent, eh bien... Donc, vous avez déplacé votre archet au fur et à mesure. Voilà. Si je ne le déplace pas, ce qui arrive, ce qui est un défaut fréquent, on va avoir ça. C'est un son qui s'appauvrit au fur et à mesure. Qui s'appauvrit, qui devient... C'est un peu comme un chanteur qui n'arrive pas à garder le timbre et qui passe une espèce de voix sans... basculer. Voilà. Sans compter, comme là j'ai exagéré, qu'on risque de toucher les deux autres cordes puisqu'on appuie... De plus en plus. Voilà, de oui, plus en plus. On fait baisser le niveau. Mais même si c'était sur la corde de sol, on n'aurait pas ce problème. On finit par obtenir ça. Alors que si on est trop près du chevalet, on obtient ce qu'on appelle le ponticello, qui est un effet recherché parfois chez certains compositeurs, qui est très nasillard. Comme ça. C'est drôle, l'exemple précédent que vous avez donné rappelle tout à fait le son des élèves qu'on entend travailler. Oui. Ouais, parce qu'ils n'ont pas la position, la conscience du point de contact juste. Mais il y a 3 paramètres qui sont toujours interdépendants. C'est le point de contact, la pression et la vitesse d'archet.
parce que la vitesse, évidemment, elle est importante. Donc, pour peu qu'on change l'un de ces trois paramètres, on doit obligatoirement changer l'un des deux autres, si ce n'est les deux, pour mieux faire. Mais en tout cas, on ne peut pas... je ne peux pas appuyer plus à cet endroit-là avec la même vitesse d'archet sans que ça devienne très mauvais. Ça va faire ça. Donc, alors pour faire, si je veux appuyer plus, il faudrait que j'aille soit plus lentement, ou alors que je change de point de contact, ou alors que j'appuie moins. Enfin, donc c'est toujours la combinaison de ces trois choses qui va faire. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une mécanique intellectuelle qui fonctionne toute seule au bout d'un certain temps? En fait, parce que toutes ces choses, je les ai observées, après je les ai lues aussi. En voyant mal faire, j'imagine. Oui, et puis en me rendant compte aussi des problèmes que je pouvais avoir moi-même. Mais cela dit, on le fait instinctivement si tout va bien et qu'on a des aptitudes pour l'instrument et qu'on a eu de bons professeurs sans avoir à intellectualiser tout ça. Enfin, tout ce que j'explique là, il y a des gens ou même des jeunes enfants qui n'y ont jamais pensé et qui le font naturellement très bien. De même que quand on parle, on ne parle pas tous comme ça, ni comme ça, et parce que on a écouté et puis on sait adapter le timbre de sa voix de manière plus ou moins convenable. Mais ce sont des choses que vous avez travaillées séparément. Après, oui, parce que j'ai compris que il y avait. Après l'avoir fait. Ah oui, oui, disons que ça fonctionnait, et puis à un moment donné, j'ai voulu développer et devenir plus raffiné parce que je me heurtais quand même à des problèmes. Il faut tenir compte encore d'un autre paramètre que longtemps moi-même j'ai ignoré, c'est que le même point de contact ne vaudra pas pour les 4 cordes. Vous exagérez là. Et oui, mais voyez, la corde mi qui est la plus aiguë et la corde sol, ça sera un peu ponticello, alors que c'était tout à fait convenable sur la corde mi. Donc, pour bien faire, je vais déplacer un peu. Donc, il y a en plus un point de contact qui est un petit peu dévié sur les 4 cordes. Et je m'en suis rendu compte parce que quand je jouais des choses rapides en particulier, où l'effet est amplifié, si je fais... Là, vous voyez, je suis obligé d'appuyer très fort et quand même ça s'entend que ça devient... Alors que si je fais... Très spectaculaire. Et voilà, et là, ça sonne. Eh bien, j'ai mis longtemps à le comprendre. Parce que... On ne vous l'avait pas dit. On ne me l'avait pas dit, et on a quand même une tendance naturelle à croire que ce qui est difficile est normal, et du coup, Et tant pis, on s'en arrange et avec je ça. luttais comme un malade, et c'est absolument pas nécessaire, justement. Parce que si on veut garder on part de l'idée que l'archer, justement, on vous apprend à ce qu'il doit rester parallèle, ce qui est une bonne chose, mais on ne nous indique pas forcément que ça n'est pas la même. Ce qui vaut pour une corde ne vaut pas exactement pour les autres. Donc voilà, ce sont des choses. Mais enfin, tout ce que je dis là a été maintes fois analysé, compris depuis le 19e siècle par d'éminents professeurs, souvent français ou belges d'ailleurs, et qui ont écrit des traités là-dessus, et c'est extrêmement clair en fait. Mais je ne les avais pas lus quand j'étais jeune. Et donc, c'est le dernier personnage de la série, c'est l'archet lui-même. Oui. Alors, l'archet, on n'en parle absolument jamais. On sait ce que c'est qu'un Stradivarius, on sait que ça coûte très cher. Oui. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un bon archet. Or, il semble que ça soit presque plus personnel pour un instrumentiste que l'instrument lui-même. Je dirais que ça, oui, ça dépend. Selon le type de technique qu'on a, il y a effectivement des instrumentistes qui sont plus attachés à leur archet qu'à leur instrument.
Euh, euh, Personnellement, ne serait-ce qu'en raison du coût qui est tout de même nettement moindre, parce qu'un Stradivarius, c'est inatteignable. Enfin, là, j'ai de la chance, cet instrument m'est prêté par la fondation LVMH, mais je ne pourrais pas me l'offrir. Or, je peux, évidemment, même si ça coûte cher, m'offrir de temps en temps dans ma vie, même un archet ancien qui vaut très cher. Mais cela dit, il y a comme pour les violons, il y a des archers contemporains qui sont tout à fait extraordinaires actuellement et qui Ça ont... veut dire combien quand vous dites très cher un archer? C'est de l'ordre de... Bah, ça atteint ça peut les dépasser, mais on va dire que ça peut être de l'ordre de 60 000, 80 000, voire 100 000 euros pour des tourtes. Voilà, tout. Il faut savoir que les grands archetiers, de même que les grands luthiers du XVIIIe siècle étaient italiens, les très grands archetiers étaient français. Donc vraiment, il y a l'équivalent des violons italiens en archer, ça s'est passé en France. Et c'est Tourte qui d'abord a inventé l'archet moderne, c'est-à-dire qu'il a fait une courbe inversée, enfin voilà, un ressort à l'envers qui permet d'avoir à la fois, parce que à la fois beaucoup plus de pression et évidemment une infinité de possibilités. Enfin, je sais bien on aura tendance à dire qu'un archet baroque pour la musique baroque est plus facile, mais il faut quand même bien se rendre compte que c'est juste une révolution extraordinaire. Tout de même, l'invention de l'archet moderne, c'est Donc quelque chose... vous voulez dire que cette courbe concave, elle était convexe? Oui, c'était juste un arc. Voilà. À la base, c'était un arc qu'on voit dans des instruments primitifs encore de nos jours, et puis ensuite, chez les très beaux archers baroques, c'est les moindres évidemment, mais enfin ça reste toujours dans ce sens-là. Dans le principe de l'arc. Dans le principe de l'arc. Ce qui est une utilisation un peu simple, on va dire. C'est vrai que c'est facile à jouer. Voilà, là, il y a beaucoup plus de complications. La mèche était plus fine aussi, peut-être? Oui, je pense qu'elle est les plus fines, effectivement. Mais il y a aussi des archers modernes qu'on a fait avec des largeurs de mèche assez fines. Donc c'est simplement que là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus subtil par le fait, là il faudrait être un physicien pour décrire la chose mieux que je ne pourrais le faire, mais par cet effet de ressort inversé en fait qui exerce, qui suscite une pression plus grande, mais où il y a toutes sortes de tendances selon justement l'inclinaison, et sans avoir à tendre énormément en fait. Mais la résistance côté talon, c'est-à-dire à votre main droite, et puis à la pointe, n'est pas la même. Puisque j'imagine que c'est plus souple au milieu que sur les oui, bords. tout à fait, oui. Oui. Donc là aussi, par exemple, si vous voulez faire une note tenue, vous allez être obligé de moduler la pression. Enfin, de la moduler, de la diminuer au fur et à mesure que vous arrivez au milieu et de l'augmenter après ou... C'est-à-dire que je peux, si je veux appuyer très fort, je ne vais pas le faire là, ou alors, comme je l'ai montré tout à l'heure, en changeant l'inclinaison de la mèche. Mais effectivement, là, c'est quasiment illimité. Mais cela dit, ça dépasserait le... Et puis d'autre part, j'ai plus de poids, de force avec le bras ici que si je fais... Et il y a aussi parce que vous êtes en fin de mouvement. Il y a aussi plus de quantité après, parce que là j'arrive à lancer l'accord et à le prolonger avec le geste. Donc bon. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez ce que vous appelez un bon archet? Qu'est-ce qui se passe entre vous et lui? Il y a beaucoup de paramètres qu'on pourrait définir, et puis c'est-à-dire à savoir que à un certain niveau, en fait, c'est le son qui fait la différence. C'est-à-dire qu'un très bel archer, c'est celui qui... Et puis il sera aussi lié à l'instrument, parce qu'il ne prévaudra pas forcément pour tous les instruments. Donc voilà, avec ce Stradivarius,
je n'utilise pas, j'ai la chance d'avoir pas mal d'archers, je n'utilise pas forcément les mêmes qu'avec mes violons personnels. Il y a des couples. Voilà. Et ce qui est tout à fait logique parce qu'ils n'ont pas besoin de la même force, du même type de contact. Un archer qui serait avec une baguette très ferme, très raide, il est extrêmement direct et il réagira justement peut-être bien avec un violon qui a peut-être un peu de mal à répondre. Bon, ça c'est un paramètre parmi d'autres. Après il y a les histoires de poids. Parce qu'ils n'ont pas tous le même poids. Non, ça varie pas mal chez les archers. Disons que il y a même des archers de 50, 56, 55 grammes au violon, mais ceux-là, ils sont vraiment aujourd'hui considérés comme trop légers, mais on va dire que c'est autour de 60. Mais il y a l'histoire du poids, mais il y a l'histoire du point de la balance, en fait. C'est-à-dire qu'un archer qui aurait le même poids que celui-là, mais où tout le poids serait à la pointe, il va me paraître extrêmement lourd. Un autre dont tout le poids serait dans cette partie-là, ben, je ne vais pas tellement le sentir, il risque de me paraître trop léger. Donc tout ça, c'est l'archetier qui... Et ça veut dire que toutes ces choses qu'on voit qui sont apparemment ornementales, la nacre, les choses d'argent, etc., en fait également une utilité cachée. Ah oui, par rapport au poids, effectivement. Oui. Après, elles sont ornementales dans le sens où voilà une jolie nacre, là, il s'agit d'un archer contemporain, mais qui a été fait en copie, et donc par Edwin Clément. Et là, il a choisi, comme c'est une copie d'un Nicolas Maire, qui était un grand archetier français du passé, il a choisi une nacre justement assez typique de cet archetier, très coloré comme ça. Voilà, ça il y a un côté joaillerie en fait. Hein, et les très bons archetiers, même quand les archers sont anciens, c'est assez impressionnant parce qu'on touche et on ne sent même pas le travail d'une extrême finesse. Alors, ça n'est pas forcément un gage de qualité de son, mais enfin voilà, ça fait partie de la coquetterie, du coup de main. Et la tension de la mèche est importante. On voit souvent les violonistes qui font ça, qui retendent leur mèche, qui font un petit tour de virole là au bout, presque machinalement, comme on se gratte. Non, en fait, on l'adapte plutôt, parce que selon qu'on arrive dans une salle qui est plus humide ou plus sèche, et ben on va se rendre compte que tout à coup, si l'archer, voilà, en fait, quand j'ai fini de travailler, je le détends totalement. Donc là, vous voyez, la mèche elle est tout à fait détendue pour que l'archer ne travaille pas pour rien. Et lorsque il est tendu, disons que moi, pour mon jeu, il sera à peu près comme ça. Mais si j'arrive dans une salle où le taux d'humidité... Comme ça, vous le sentez à la main quand vous vissez? Je le vois, à la vue. Mais je le sens après, évidemment. Et donc, si je suis en train de jouer et que pour X raisons, peut-être parce que je suis moi-même tendu ou je ne sais pas, je vais avoir un sentiment que l'archer est soit trop, soit pas assez tendu. À ce moment-là, je peux l'ajuster pendant le concert, lorsque je m'arrête, évidemment. Et puis ça dépend aussi de la réaction du violon, parce que le violon, si, comme je disais tout à l'heure, il se met à sonner pour X raisons plus difficilement, pour des raisons d'hygrométrie ou autres, et ben j'aurais peut-être besoin, ou en tout cas je croirais que ça m'aidera, de le tendre un peu davantage, donc d'où ce geste que l'on voit faire par les violonistes. Merci beaucoup.